Les Français parlent aux Français, du bout du monde. C'est d'un cœur et d'un esprit profondément satisfait que moi-même, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, viennent de signer avec Monsieur le Chancelier de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de cette République le traité de coopération franco-allemande. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Cette voix, vous l'avez bien sûr reconnue, c'est celle du général de Gaulle, le 22 janvier 1963, quand il s'adresse à la nation après avoir signé, avec le chancelier Konrad Adenauer, le traité de l'Élysée. Joël François, nous allons revivre les coulisses de la signature de cet acte fondateur avant d'entendre celui qui fut son conseiller diplomatique, Pierre Maillard, évoquer la vision européenne du général de Gaulle. Jean-Michel, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de Pierre Maillard, ce diplomate à qui sera conféré un jour la dignité d'ambassadeur de France, un honneur réservé à 1 ou 2 diplomates par an. Mon ami Michel Enfroy me l'avait présenté lors d'un dîner-débat organisé au siège de l'Association des Français libres, 59 rue Vergniaud dans le 13e à Paris. Un homme exceptionnel avec lequel il travaillait à la Fondation Charles de Gaulle. Le général avait choisi en 1959 ce jeune diplomate agrégé d'allemand pour en faire son conseiller diplomatique, fonction que Pierre Maillard a exercée jusqu'en 1964 avant de devenir secrétaire général de la Défense nationale. L'ambassadeur Maillard nous a quittés en 2018. Il avait 102 ans. Je vous propose de l'écouter. Il m'avait invité chez lui à Boulogne-Billancourt pour parler de la vision de l'Europe qu'avait le général de Gaulle en détaillant les structures de cette Europe, ses contours, mais aussi sa vocation, une ère de civilisation et de démocratie. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord un grand merci de nous recevoir. Nous faisons donc un grand dossier consacré à la France et à l'Allemagne, à la volonté qu'a eu le général de Gaulle de se rapprocher de cette Allemagne qu'il a bien connue déjà tout jeune. Alors, est-ce qu'en préambule, peut-être vous pourriez nous dire quelle était la vision de l'Allemagne du général de Gaulle, bien avant qu'il ne devienne le militaire et l'homme politique connu? Il a toujours eu pour l'Allemagne un vif intérêt qui s'explique évidemment à son époque par la conjoncture historique. Il avait vécu profondément les préliminaires du premier conflit mondial. Il s'est battu, il a été blessé à Verdun, gravement prisonnier, etc. Au cours de sa captivité, il a lu beaucoup d'auteurs allemands avec un intérêt très considérable. Et il en a tiré le plus grand profit d'ailleurs pour la suite de ses activités et de ses pensées. C'est un personnage qui, pour l'Allemagne, était un sujet d'intérêt primordial pour la France, mais aussi pour lui. Il avait, si vous voulez, il s'intéressait sans doute davantage, et pas seulement pour des raisons de rivalité militaire ou de péril militaire, et il avait pour l'Allemagne ou la pensée allemande, dans son passé et dans son présent, plus qu'il n'avait pour, disons, la littérature anglaise ou la pensée anglaise, etc., ou d'autres sujets. C'était vraiment une polarisation incontestable, due encore une fois à la conjoncture dans laquelle il se trouvait, évidemment, mais aussi correspondant à son naturel et à ses intérêts profonds. Alors, on peut dire également que le général de Gaulle a été, sur le plan européen, un visionnaire qui a constaté comme d'autres l'échec de la CED et qui, je pense, avait constaté qu'on ne pourrait faire l'Europe qu'à partir du moment où il y aura un moteur dans cette Europe et que ce moteur, ça pourrait être la France et l'Allemagne.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rapprochement franco-allemand a eu une double finalité pour lui. Une finalité franco-allemande, en quelque sorte. Il était destiné dans sa pensée, à mettre fin à une rivalité séculaire qui avait été, évidemment, en grande partie, qui n'avait pas toujours existé. Il soulignait que pendant des siècles, les rapports franco-allemands, ou plutôt avec les États allemands, puisqu'il n'y avait pas d'Allemagne pendant fort longtemps, étaient des rapports de contact, de communauté, même de certaines communautés de pensée. Enfin, la France s'était appuyée beaucoup sur les États allemands à certains moments de son histoire. Je dis bien les États, puisqu'il n'y avait pas d'État allemand à l'époque. Et donc il ne faut pas exagérer l'antagonisme dans sa pensée. Il ne fallait pas exagérer le caractère historique et durable et nécessairement durable de l'antagonisme franco-allemand. Ça, c'était fondamental pour lui. Et au fond, il en situait à l'origine à la politique de Napoléon et à ce qui avait motivé ensuite le retour de flamme du nationalisme allemand et particulièrement de la Prusse et déterminant ultérieurement un antagonisme réel à partir du début du 19e, mais donc à une époque qui soit encore assez récente. Bien, donc cet antagonisme pour lui n'était pas éternel, et alors il estimait qu'il était, à l'époque où nous étions, fatal, et qu'il était nécessaire de renverser les choses complètement, étant donné le drame et les dégâts qu'avait causé aussi bien la guerre de 70 que la guerre de 14, et la dernière, bien entendu, les préjudices qui ont été résultés pour les deux pays. Il y avait donc une volonté non pas de réconciliation, mais de changement profond dans la nature des relations entre les deux pays, et cela dans un sens évidemment beaucoup plus positif que dans le passé. Motivation franco-allemande, nécessité d'un changement profond dans la nature de leurs relations. Deuxième motivation, l'Europe. L'Allemagne selon lui, l'Europe selon lui, l'Europe qu'il envisageait, je vais laisser là-dessus un petit texte que vous allez voir, ne se concevait pas et n'était pas possible sans un socle, c'est le mot employé par lui, devant moi, le socle en allemand, sur un socle franco-allemand solide et durable. C'était la base de la construction européenne, quelle que soit la nature de cette construction, c'est-à-dire dans toutes les hypothèses, que ce soit fédéral ou pas fédéral. D'ailleurs, lui optait pour la solution de coopération et non pas fédéraliste, évidemment, tout le monde le sait, mais les conséquences en étaient les mêmes en ce qui concerne les rapports des deux pays. Pas d'Europe sans un socle franco-allemand. Par conséquent, une Europe bâtie autour du tandem franco-allemand. Monsieur l'ambassadeur, avant l'idylle franco-allemande, qui va de 1958 à 1962, quelle approche, quelle analyse le général de Gaulle faisait-il de la politique allemande, de la 4e République, de la CK, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et des options de Robert Schuman notamment? Vous voyez, il y en a certains aspects positifs. Évidemment, par exemple, le plan charbon-Achille était pour lui intéressant, mais il était conçu dans une optique fédérale, enfin de construction fédérale, c'est-à-dire tendant à abolir les prérogatives de chaque État et de chaque nation. Ce qui l'amenait non pas à critiquer l'objectif final, mais les modalités de réalisation de la chose. Bien que par la suite, il ait trouvé quelques éléments plus positifs ultérieurement dans la politique de Schuman qu'il ne l'avait été au moment précis. Mais pendant l'époque que vous évoquez, il était plutôt réservé, parfois critique. D'ailleurs, il était critique de beaucoup de choses, pas seulement de la question allemande, des rapports franco-allemands, il était critique de beaucoup de choses que faisaient les institutions qui lui avaient momentanément succédé. Voilà. Donc, ça n'empêchait pas ça ne modifiait pas la vision que j'ai décrite tout à l'heure, et il n'est donc pas étonnant que dès le début dès les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir, il ait voulu consacrer ses pensées sur le plan franco-allemand, en leur donnant un tour alors beaucoup plus manifeste, et je répète, à la fois bilatéral et multilatéral.
Vous parlez de cette idylle franco-allemande dans votre livre. Sur quelle composante, monsieur l'ambassadeur, sur quelle composante principale s'est-elle construite et quels ont été les apports gaulliens et gaullistes? Il considérait que dans l'époque où il était, les intérêts des deux pays étaient identiques, sinon voisins et même identiques. Et étaient identiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord un péril, c'était le péril soviétique à l'époque. Il avait une vive conscience que ce péril existait et qu'il justifiait évidemment une entente des pays européens, qu'il entendait être d'ailleurs une entente plus autonome vis-à-vis des États-Unis qu'elle ne l'était devenue, mais qui était quand même pour lui une nécessité. C'est l'aspect, si vous voulez, protection, coopération même militaire. Enfin, une coopération militaire avec l'Allemagne également. Ben oui, il a dit clairement, oui, une coopération même militaire, oui, il a plusieurs fois dit qu'il n'y avait pas d'entente franco-allemande solide sans une coopération étroite sur le plan de la défense. Et c'était d'ailleurs un argument qui pesait très lourd aux yeux des Allemands, qu'il y avait toujours chez les Allemands l'idée que le général pouvait penser à une alliance de revers avec la Russie, etc. L'histoire avait été là-dessus. Bon, elle était présente à tous les esprits, mais dans la conjoncture où il se trouvait, la solidarité sur le plan de la défense entre la France et l'Allemagne s'imposait, et c'était un des motifs du rapprochement franco-allemand. Il y en avait d'autres. Il y avait la notion de complémentarité. Il a parlé souvent de cela. Il considérait qu'il y avait une complémentarité dans les capacités et les aptitudes des deux peuples qui, elles aussi, justifiaient leur rapprochement indépendamment. Bon, puis enfin mettre aussi fin à, je vous répète, à un antagonisme, source de ruine, source de désastre pour l'un comme pour l'autre. Donc un intérêt commun à rétablir une solidarité et enfin la construction de l'Europe. C'était donc un jeu de motivation complexe, les unes bilatérales, les autres plus que bilatérales, les unes stratégiques, les autres économiques. Et l'économie comptait beaucoup pour lui, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, et que dans ce domaine, la complémentarité et l'association des deux peuples dans la construction d'une Europe forte et solide autour d'un certain nombre de grands pôles économiques au besoin, était pour lui une motivation. Le général de Gaulle était partisan de l'Europe des patries, de l'Europe des nations, qui était allergique au fédéralisme. Écoutez, pour des questions de principe et d'intérêt, il pensait que, de principe, parce qu'en association, comme il le dit souvent, à manière imagée, on ne fait pas avec les peuples ce qu'on fait pour la purée de marron. C'est-à-dire un mélange qui abolirait leur spécificité, leur histoire, etc. Donc pour lui, c'était capital. Alors, en plus, il pensait qu'elle était contraire à l'idée d'autonomie. Pour lui, toutes les nations devaient garder une autonomie et donc une indépendance aussi forte que possible. Et c'était un principe aussi, il n'y avait pas de nation sans le concept d'indépendance nationale. Et qui lui-même excluait des liens, et qui n'excluait nullement des collaborations même très étroites, coopérations qui soient consacrées par des textes, qui ne soient pas simplement des collaborations ou des concertations ponctuelles, qui soient une coopération organisée, telle que celle qu'il a prévue, s'agissant de l'Allemagne avec le traité de l'Élysée, mais en même temps qui permettent un plus, si vous voulez, pour l'ensemble des pays européens et non pas un moins, comme l'aurait été peut-être un plus et non un moins. C'était pour cela qu'il entendait construire l'Europe et la construire autour de l'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur, le général de Gaulle revient aux affaires. Une attitude, encore une fois, convergente qu'il estimait et des capacités convergentes des deux pays, ce qui l'a amené d'ailleurs à minoriser un peu le côté concurrentiel des deux pays, qui depuis s'est largement accentué d'ailleurs. Monsieur l'ambassadeur, le général de Gaulle revient aux affaires en 58. Vous êtes un témoin privilégié à son cabinet, vous occupez des questions diplomatiques. Voilà. Donc, la question franco-allemande, parlons-en de l'intérieur, puisque vous avez vécu cette période, et parlons aussi de ce destin croisé entre, d'une part, deux hommes très différents, un Renan, Konrad Adenauer, comment en général le voyait-il,
et le général de Gaulle. Il le voyait précisément comme un Rhénan. Et c'était une raison de plus pour qu'il y ait... Il avait pour la Rhénanie, où il avait été, après la Première Guerre, comme vous savez, nommé ou désigné. Il avait donc stationné, il avait pour la Rhénanie un petit morceau de son cœur pour la Rhénanie. Et d'une manière générale, plutôt pour l'Allemagne du Sud. D'ailleurs, à l'époque, l'Allemagne de l'Est était sous la coupole soviétique. Alors, il n'y avait pas de problème, si vous voulez. Mais dans sa vision de l'Allemagne, il voyait l'Allemagne de l'Ouest, évidemment, et notamment la Rhénanie. Bon, en plus, le chancelier Adenauer avait dans le passé lui avait paru un grand homme d'État, et il avait en effet une personnalité incontestable, il avait joué un rôle, et il le jouait encore avec et combien, puisqu'il était maintenant à la tête de l'Allemagne. Il avait promu cette constitution fédéraliste, d'ailleurs, elle aussi pour l'Allemagne, et il en appréciait profondément les capacités en tant qu'homme d'État. Et donc, il le trouvait, si vous voulez, je ne sais pas il aurait dit à son niveau, mais en tout cas, dépassant le niveau habituel des politiciens. De plus, il avait, le chancelier Adenauer avait quand même un certain penchant vers la France. Je ne dis pas que ça a été déterminant pour lui, parce que, naturellement, c'est un Allemand, il pensait à son pays, aux intérêts de son pays. Mais n'empêche que il avait une francophilie et qui était de bonne aloi, il n'était pas, si vous voulez, une réédition, comme certains le disaient, de celui qui parlait de Finanzieren, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas à jeu, il avait une sincérité dans ses options contre une classe allemande qui n'était pas toujours à son goût. Il y a eu évidemment dans cette entente franco-allemande certaines réticences du côté français, c'est vrai, à cause du temps, de ce qu'avait apporté l'occupation et la guerre, et de rancœur et de rancune, mais il y avait aussi dans la classe politique allemande une certaine réticence. Et puis il y avait surtout un problème, c'est que toute cette entente franco-allemande a toujours été vue d'un très mauvais œil par les États-Unis, qui ont joué un rôle très important. Après l'effondrement du Troisième Reich, en soutenant la création de la République fédérale d'Allemagne, les États-Unis avaient mis des verrous pour contrôler cette nouvelle Allemagne, d'où les quiproquos nombreux, voire les malentendus franco-allemands, les Allemands étant moins libres de leur mouvement que les Français. Adenauer et la classe politique allemande attachaient le plus grand prix à une solidarité étroite avec les États-Unis, et ce n'était pas tellement parce qu'ils pensaient que le rôle des États-Unis était décisif dans la protection de l'Allemagne, éventuellement même sa réunification, on ne sait jamais. Entre parenthèses, le général, c'est un sujet où on peut même parler peut-être après. Et les États-Unis étaient pour les Allemands, un motif de regarder avec un peu de prudence la nouvelle politique que le général engageait. Pourquoi ? Parce que justement, fondamentalement, ce que recherchait à la fois pour l'Europe et pour le rapprochement franco-allemand, c'est une distanciation vis-à-vis des États-Unis. Relative, évidemment, il savait très bien le rôle que jouaient les États-Unis, surtout à l'époque, pour la défense de l'Europe, et en général, les capacités qui étaient les leurs, etc. Bon, d'accord. Mais les Allemands étaient littéralement hantés par l'idée que ce rapprochement franco-allemand, avec une perspective d'autonomie européenne et d'autonomie franco-allemande, allait mettre un peu en question la sécurité de l'Allemagne et ses perspectives de réunification pacifique même. Alors, il y avait là-dessus, et certainement une cause, non pas de divergence, mais de la part d'Adenauer, de lui-même, bien que lui-même était à certains égards, était même à beaucoup d'égards très désireux de nouer un rapport étroit avec la France, mais il avait une classe politique derrière lui qui n'était pas à l'unisson totalement, et deuxièmement, lui-même, quand il y avait
des discussions entre eux, j'y assistais. Lui-même disait ah oui, mais enfin il y a quand même l'OTAN ne fonctionne pas bien, mais sans l'OTAN que ferions-nous? Il fallait l'OTAN. Et alors que le général lui-même, à l'époque, le général n'a pas rompu les liens avec l'OTAN parce qu'il entendait bien que, mais parce qu'il entendait, il ne voulait pas de créer une cassure. Alors, de toute façon, Erhard, qui a succédé à Adenauer, était très loin d'avoir les mêmes opinions, mais il y avait une communauté quand même profonde. C'est entre lui et Adenauer, c'était le désir de ne rien faire qui puisse affecter la relation avec les États-Unis, et donc l'OTAN. Incontestablement, Adenauer ménageait les choses. Il avait une vision moins tranchée, mais néanmoins, presque à chaque rencontre, il parlait de l'OTAN, de l'utilité de l'OTAN, qu'il fallait réformer l'OTAN, naturellement, dans une certaine mesure, parce qu'il ne marchait pas entièrement selon ses goûts, donc que le général avait un peu raison de vouloir, mais sûrement pas de le quitter. Alors que, sûrement pas. Le général lui-même laissait tomber la chose, disait on verra ça plus tard, pour le moment, bien, parce qu'il voulait obtenir son accord et, si possible, le consacrer par un traité formel. Lequel traité, d'ailleurs, a été, comme vous savez, saboté par les États-Unis par le fait de l'introduction du préambule. Il y a eu toujours là derrière l'ombre des États-Unis qui a pesé sur le rapprochement franco-allemand dans un sens négatif. Ça, c'est tout à fait certain et clair. D'ailleurs, ça faisait partie des rancunes du général à l'égard des États-Unis. Précisément, ceci est un autre sujet, mais il est très lié au précédent. On nous en parle dans un autre papier d'ailleurs. Je voudrais quand même revenir sur le traité franco-allemand. Cette amitié s'est concrétisée dans un traité. Et bon, c'est vrai que... Pourvu d'un préambule normand, voilà. Alors, il est vrai que... par la classe politique allemande voilà. et par les États-Unis. Il est vrai qu'au Parlement, au Bundestag, donc, certains ont introduit un préambule unilatéral, puisqu'il n'existait pas du côté français, pour dire que l'amitié avec les États-Unis était primordiale. Oui, et la solidarité, absolument, oui. Alors, ce traité a été un des grands moments de votre vie professionnelle, puisque vous étiez à l'Élysée. Comment s'est fait ce traité? Quel était votre travail à l'époque? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du climat à l'époque? Écoutez, mon travail, c'était de suivre l'évolution des choses. De temps en temps, le général me convoquait pour en parler. Naturellement, je lui donnais pas de tort, parce que, non, mais pas par principe, mais parce que j'étais aussi convaincu qu'il allait dans le bon sens et dans la bonne voie. Moi-même ayant une, si vous voulez, germaniste de profession, puisque j'ai passé l'agrégation de l'allemand avant d'entrer aux affaires étrangères. Et donc j'avais moi aussi une curiosité pour les choses allemandes qui correspondait tout à fait à ce que pensait le général. Bien, alors l'idée d'un rapprochement franco-allemand était donc, j'en voyais bien la nécessité, je viens de vous dire pourquoi le général, et ce que visait, le profit qu'en attendait le général pour la politique de la France et pour l'avenir de l'Europe, je viens de vous le dire. Naturellement, mais ma collaboration avec le général, c'était des notes de temps en temps que je pouvais lui faire, ou des contacts que je recueillais sur le même sujet, à travers les informations qui nous venaient de Bonn et de l'ambassade, etc. Et en plus de cela, j'ai une collaboration toute particulière dans l'élaboration et la prononciation même des discours qu'il a fait dans son voyage en Allemagne, qui a été quand même un épisode décisif pour le rapprochement franco-allemand et donc pour le traité de l'Élysée. Et là-dessus, alors là, j'ai fait le professeur devant le général en lui disant non, ça va pas, c'est pas comme ça, il faut recommencer, etc. Il était d'ailleurs très docile, je dois dire. Il dit mais oui, je lui dis comment voulez-vous qu'on fasse que je vous laisse faire. Non, vous m'arrêtez à chaque coup et vous me dites l'erreur. Toc. Et j'ai jamais vu un élève aussi docile. En tout cas, voilà. En deux mots, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je vous dis, c'était un rapport personnel et très agréable, évidemment, et très productif, très instructif pour moi aussi. Et à travers des notes, il me convoquait pour me demander telle ou telle chose, pour me dire aussi qu'il avait reçu telle ou telle, commentant telle ou telle personnalité qu'il recevait, puisque je ne m'occupais pas que de l'Allemagne, évidemment, il y avait aussi d'autres sujets, et naturellement. Von ganzem Herzen danke ich Ihnen, Herr Bürgermeister. Es ist mir
eine große Freude und eine große Ehre, in ihrem Lande empfangen zu werden. Zunächst, weil ich es besonders begrüße, mit den leitenden Männern Deutschlands unmittelbar in Berührung zu kommen. Denn in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Nichts jedoch kann mich besser dazu ermutigen als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Sie können versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Joël François, nous avons tous reconnu la voix du général de Gaulle, mais cette fois-ci, nous avons besoin d'une traduction. Jean-Michel, une traduction littérale de ce discours en allemand à Ludwigsburg, la voici. Je rappelle que ce discours a été prononcé 5 mois avant la signature du traité de l'Élysée. Quant à vous, s'adressant aux jeunes, je vous félicite déjà. Alors, je vous félicite d'abord d'être jeune. Il n'est que de voir cette flamme dans vos yeux, d'entendre la vigueur de vos témoignages, de discerner ce que chacun de vous recèle d'ardeur personnelle et ce que votre ensemble représente d'essor collectif pour savoir que devant votre élan, la vie n'a qu'à bien se tenir et que l'avenir est à vous. Je vous félicite ensuite d'être de jeunes Allemands, c'est-à-dire des enfants d'un grand peuple. Oui, d'un grand peuple qui parfois, au cours de son histoire, a commis de grandes fautes et causé de grands malheurs condamnables et condamnés, mais qui, d'autre part, répandit de par le monde des vagues fécondes de pensée, de science, d'art, de philosophie, enrichit l'univers des prodiges innombrables de son invention, de sa technique et de son travail, déploya dans les couvres de la paix
et dans les épreuves de la guerre des trésors de courage, de discipline, d'organisation. Sachez que le peuple français n'hésite pas à le reconnaître, lui qui sait ce qu'est entreprendre, faire effort, donner et souffrir. Je vous félicite enfin d'être des jeunes de ce temps. Au moment même où débute votre activité, notre espèce commence une vie nouvelle. Sous l'impulsion d'une force obscure en vertu d'on ne sait quelle loi, tout ce qui la concerne dans le domaine matériel se transforme suivant un rythme constamment accéléré. Votre génération voit et sans doute continuera de voir se multiplier les résultats combinés des découvertes des savants et l'agencement des machines qui modifient profondément la condition physique des hommes. Mais le champ nouveau et prodigieux qui s'ouvre ainsi devant vos existences, c'est à ceux qui ont aujourd'hui votre âge qu'il appartient de faire en sorte qu'ils deviennent la conquête, non de quelques privilégiés, mais de tous nos frères les hommes. Ayez l'ambition que le progrès soit le bien commun, que chacun en ait sa part, qu'il permette d'accroître le beau, le juste et le bon, partout et notamment dans les pays qui, comme les nôtres, font la civilisation, qu'il procure aux milliards d'habitants des régions sous-développées de quoi vaincre à leur tour la faim, la misère, l'ignorance et accéder à une pleine dignité. Mais la vie du monde est dangereuse, elle l'est d'autant plus que, comme toujours, l'enjeu est moral et social. Il s'agit de savoir si à mesure de la transformation du siècle, l'homme deviendra ou non un esclave dans la collectivité, s'il sera réduit ou non à l'état de rouage engrené à tout instant par une immense termitière, ou si, au contraire, il voudra et saura maîtriser et utiliser les progrès de l'ordre matériel pour devenir plus libre, plus digne et meilleur. Voilà la grande querelle de l'univers, celle qui le divise en deux camps, celle qui exige des peuples comme l'Allemagne et comme la France qu'ils pratiquent leur idéal, qu'ils le soutiennent par leur politique et, s'il le fallait, qu'ils le défendent et le fassent vaincre en combattant. Eh bien, cette solidarité désormais toute naturelle, il faut certes l'organiser. C'est là la tâche des gouvernements. Mais il nous faut aussi la faire vivre, et cela doit être avant tout l'œuvre de la jeunesse. Tandis qu'entre les deux États, la coopération économique, politique, culturelle ira en se développant. Puissiez-vous, pour votre part, puissent les jeunes Français pour la leur, faire en sorte que tous les milieux de chez vous et de chez nous se rapprochent toujours davantage, se connaissent mieux, se lient plus étroitement. L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté dans le monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand. Dans cette émission aujourd'hui, Joël François, nous avons écouté le général de Gaulle s'exprimer en allemand, nous l'avions entendu tout à l'heure en français à l'Élysée. Je crois que pour ce dernier discours dont vous venez de nous assurer la traduction complète, il faut quand même rappeler la date, parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre des questions qui inquiétaient le général de Gaulle et les hommes de son temps, je dis les hommes au sens générique, beaucoup de ces questions sont encore d'actualité aujourd'hui. Ce discours a été prononcé le 9 septembre 1962 dans la cour du château de Ludwigsburg en Allemagne. Vous avez remarqué, Jean-Michel, la qualité de l'intervention en allemand du général, l'intonation, l'accent, tout y était. Avec Pierre Maillard comme professeur, l'élève de Gaulle avait donc réussi. Mais il n'y a pas que les 20 000 jeunes Allemands conviés dans l'immense cour du château de Ludwigsburg qui ont entendu ce discours destiné normalement à la jeunesse allemande. Toute l'Allemagne du Nord au Sud et même à l'Est a été troublée par ces propos à la fois chaleureux et optimistes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans la plupart des grandes villes du pays, on jugeait les criminels de guerre. L'Allemagne est en pleine reconstruction, mais les Allemands divisés doutaient de leur avenir. Leur a apporté donc cette note d'espoir qui était, vous en doutez, la bienvenue. Alors maintenant, pourquoi la jeunesse ? Le général de Gaulle avait été officier en Rhénanie, et comme tous les Français qui ont servi dans cette région du côté allemand du Rhin, entre, disons, le Rhin, côté allemand, et puis l'Alsace, dans cette région qui a toujours été proche de la France, et d'où venait le chancelier Adenauer, qui est un Rhénan, comme l'a rappelé l'ambassadeur Maillard. En Rhénanie, le général de Gaulle avait apprécié cette Allemagne, l'Allemagne du Sud également, comme tous les Français. Il y a eu avant Napoléon, il y a eu d'autres qui ont compris qu'il y avait des Allemagnes,
et qu'il y avait des provinces d'Allemagne avec lesquelles la France s'entendait naturellement. C'est le cas de la Bavière, bien sûr. Bon, je vous renvoie à nos précédentes émissions. Ce que je voudrais peut-être préciser, c'est concernant la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ? Parce que pour le général de Gaulle, cette jeunesse était la chance de l'Europe de demain. Et je vais vous faire une confidence, j'en fais rarement sur moi. Le général de Gaulle avait reçu donc en 59 à la Boisserie, donc chez lui, en privé, le chancelier Adenauer. Et ils ont échangé. Et parmi les sujets qui ont été abordés entre les deux hommes sans témoin, sinon un interprète, il a dit ceci: il faut tout faire pour développer les échanges de jeunes. Le lendemain matin, le général de Gaulle était à l'Élysée, il a pris son téléphone, il a appelé mon père qui était préfet à Dijon, il lui a dit: monsieur le préfet, je veux vous voir. À quelle heure pouvez-vous être là? Il a dit: mon général, si je pars maintenant, dans 3h30, je suis là. Bon, ben écoutez, venez me voir demain matin à 10h du matin. Mon père est allé voir le général de Gaulle le lendemain matin. Il lui a dit: voilà, je compte sur vous pour organiser des échanges avec la jeunesse. La Bourgogne est jumelée avec la région allemande de Rhénanie-Palatinat. Je vous demande d'organiser des échanges avec les jeunes. Des échanges avec les jeunes, oui, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils voyagent, qu'ils s'apprécient mutuellement. Mon père entre à Dijon et puis il a tout de suite trouvé un volontaire. J'avais 13 ans à l'époque, il a dit: eh bien, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans 15 jours, tu vas en Allemagne en vacances. Papa, je prends pas l'allemand. Personne n'est parfait. Eh ben, tu vas l'apprendre. Et c'est comme ça que j'ai été le premier jeune Français échangé entre Mayence et Dijon. Et quand on voit ce qui a suivi derrière ces échanges qui ont été structurés, aujourd'hui, il y a combien? 80 millions de personnes qui ont été échangées entre les deux pays par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Encore une réalisation magnifique. Mais au départ, il a bien fallu commencer. Ben, j'ai eu l'honneur d'être ce premier jeune Gaulois qu'on a envoyé de l'autre côté du Rhin, donc à Mayence. Et c'est comme ça que j'ai découvert le département du Mont-Tonnerre et une partie de notre histoire de France qui, un siècle auparavant, s'était aussi jouée là-bas. Alors permettez-moi, ce n'était pas prévu dans cette émission, mais comment s'est passé ce premier séjour en Allemagne pour un jeune garçon qui ne parlait pas la langue ? Ben écoutez, d'abord j'avais 13 ans, c'était mon premier voyage tout seul à l'étranger, je manquais d'expérience, j'ai pris le train. Déjà à la frontière, je regardais la casquette du douanier allemand, j'étais un peu inquiet. Quand je suis arrivé à Mayence, on est venu me chercher pour aller 12 km plus loin où habitaient les gens qui m'ont accueilli. Eh bien, j'ai vu une partie de la ville de Mayence qui était encore détruite. Et donc, je me demandais un petit peu où j'allais. Je ne savais pas très bien où j'étais, un peu dans l'inconnu. Mais j'ai été si bien accueilli par la famille Eckes que j'ai appris l'allemand et que leur fils Michael est devenu mon plus vieil ami. Et nous avons célébré, il y a maintenant 2 ans à Mayence, cet anniversaire lors d'une grande fête. Le premier échange français, c'était moi-même, et le premier échange allemand, ça a été Michael Eckes. Et beaucoup d'autres ont suivi. Eh bien, merci de nous avoir partagé cette expérience-là, parce que ça fait aussi partie de ces archives qu'il est bon de garder bien vivantes et puis de rappeler de temps en temps, surtout dans des temps où les relations internationales, comme ces temps-ci, ne sont peut-être pas évidentes à toutes les frontières. Joël François, merci pour ce partage de votre expérience personnelle, mais je vous propose à présent de revenir vers l'entretien que vous aviez eu avec l'ambassadeur Pierre Maillard. Monsieur l'ambassadeur, J'ai répondu. Oui, vous avez, mais il fallait que vous nous parliez un petit peu de votre livre, De Gaulle et le problème allemand. Oui. Donc c'est un livre que vous avez écrit il y a quelques années, justement, pour célébrer un anniversaire, c'est 40 années de franco-allemand. Donc dans ce livre, de quoi parlez-vous? D'un grand dessin. Quel est votre sentiment? Est-ce que on a ouvert une nouvelle page d'histoire? Cette page a l'air d'être durablement inscrite aujourd'hui dans les mémoires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait poursuivre le travail que le général de Gaulle avait lancé? C'était en effet un grand dessin. Je vous ai dit pourquoi il l'était, et pas avec quelle visée il était, selon quelle visée il était conçu. Je vous l'ai dit, à la fois franco-allemande et européenne. Et un grand dessin que le général estimait devoir demeurer durable, enfin. Mais qui ensuite, du fait s'est trouvé un peu, je dois dire, un peu affecté par l'introduction du préambule,
et plus encore peut-être, enfin pas plus encore, mais au moins autant, par, disons, un moindre enthousiasme de la part du chancelier qui a succédé à Adenauer, c'est-à-dire Erhard. Le courant ne passait pas beaucoup entre eux. Effectivement, Erhard, qui avait des mérites sur le plan économique, n'avait pas la stature politique des antécédents d'Adenauer. Donc le général trouvait que c'était un interlocuteur un peu médiocre. Et puis, enfin médiocre, un peu insuffisant, en tout cas inférieur au précédent, nettement. Et en plus, dont les idées étaient... Enfin, je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan des États-Unis, il était beaucoup plus orienté, beaucoup plus désireux de marcher vraiment dans le sillage des États-Unis. Et bon, ça n'empêchait pas qu'il avait quelques qualités sur le plan économique d'ailleurs, mais enfin, il n'avait pas les mêmes visions élevées, lointaines qu'avait Adenauer, et bien encore moins le général. Bien, il y avait donc un côté personnel. Ça c'est bon. Deuxièmement, il s'est avéré que dans la suite peut-être en raison des circonstances, malgré tout, je parlais tout à l'heure de complémentarité, qui était une idée du général. Mais le développement économique de l'Allemagne, qui s'est accentué pendant toute cette période et après le départ du général d'ailleurs, c'est-à-dire pendant toute l'époque Erhard et même son successeur, s'est manifesté de façon un peu concurrentielle tout de même. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même de nombreux épisodes, la télévision en couleur par exemple, et quelques autres. Et l'Allemagne se développait avec une vigueur assez... D'ailleurs, le général n'était pas contre, encore une fois, puisqu'il pensait que l'association des deux pays devait se faire dans une perspective de plus et non pas de moins, c'est-à-dire d'avant. Mais il s'est trouvé que les entreprises françaises et allemandes se sont trouvées plus encore en concurrence. C'est d'ailleurs depuis une chose qui s'est encore accentuée, bien entendu, et il se créait un certain déséquilibre. Et puis alors, il n'y a pas eu non plus une convergence parfaite à cette époque qui est entre... si vous voulez, je m'explique. L'espèce de ralentissement, ou en tout cas de moindre poids qu'a pesé le traité franco-allemand après la mort d'Adenauer, surtout, n'a pas modifié la pensée du général. Mais néanmoins, ce qu'il constatait dans l'évolution de l'Allemagne, le rôle qu'y jouait Erhard et ses successeurs, et enfin la détente qui s'est instaurée avec la Russie, l'ont incité à prendre c'était pas des garanties, mais à introduire une espèce de contrepoids du côté russe. Et ça a été évidemment aussi, bien que il y a aussi dans cette nouvelle politique, enfin c'était pas une nouvelle politique, il a toujours pensé qu'il fallait, nous allons faire un colloque là-dessus d'ailleurs, prochainement. Il a toujours pensé que la Russie devait jouer un rôle majeur et important, et même dans la construction de l'Europe et qu'elle était un élément positif. Bref, il a quand même pensé, avec un peu peut-être de déception du côté allemand, que motivait justement la politique d'Erhard, il a toujours pensé qu'il n'était pas mauvais même à cette époque c'est-à-dire à une époque où il y avait toujours un antagonisme entre les deux blocs, mais où quand même il y avait quand même une atmosphère de détente après Cuba, qui se manifestait clairement, et il a toujours pensé qu'il fallait commencer à nouer un lien avec la Russie. Oui. Bien. Alors ce lien avec la Russie n'était pas bien vu du côté allemand non plus. Alors, eux-mêmes d'ailleurs, certains des Allemands eux-mêmes pensaient à ce lien, mais enfin ce lien avec la Russie n'était ni bien vu des États-Unis, ni tellement bien vu par les Allemands eux-mêmes. Alors ça introduit aussi, bien qu'il ait été très timide encore finalement, mais enfin incontestablement, il était vu par le général tout de même dans une espèce de prévision,
d'anticipation. Le général pensait il pensait déjà, avant le traité de l'Élysée, forcément, qu'il était souhaitable qu'un jour ou l'autre, quand la conjoncture le permettrait, la Russie devrait nouer un lien particulier avec l'Europe, et que c'était l'intérêt à la fois de la Russie et de l'Europe en plus. Sûr. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe Paris-Berlin-Moscou. Exactement. Alors c'était une espèce... mais ceci n'était pas bien vu à l'époque par la classe politique allemande et encore moins par les États-Unis, auxquels, comme je vous disais, Descartes restait très attaché. Ça a été aussi cela une source de rafraîchissement, un peu aussi de déception, parce que le traité de l'Élysée, visiblement, ne donnait pas tout ce que le général espérait qu'il devait donner. Alors il y avait une conjoncture un peu... Mais ça, je n'étais plus à ses côtés à l'époque, puisque j'étais à l'époque à la Défense nationale. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, il y a un point historique quand même important. Aujourd'hui, on commence à ouvrir des archives. La réunification. Le général de Gaulle n'a jamais prononcé le mot de RDA. C'est vrai. Donc, quelle était la position du général de Gaulle sur la réunification ? Écoutez, il a toujours pensé que la réunification serait un jour nécessaire, inévitable, plutôt c'était le mot inévitable, qu'elle était dans la nature des choses, sous réserve d'un certain nombre de dispositions, notamment la ligne Oder-Neisse et tout ça, et toutes ces choses-là, donc dans des conditions bien précises, mais qu'elle était inévitable. Mais ceci dit, il rejetait deux choses, d'ailleurs, que cette réunification ne devait en aucun cas résulter d'une opération de force militaire ou autre, c'est-à-dire être le fruit d'un conflit nouveau. Et ça, c'est la première chose essentielle. Et deuxièmement, comme je vous le disais, qu'elle s'opère selon des conditions sous réserve des aménagements jugés nécessaires, mais qu'elle était donc quand même inévitable. Et ceci dit, naturellement, pour être très franc, j'ajouterais qu'il n'était pas pressé. Et pour des raisons nombreuses. D'abord parce qu'effectivement, la situation de la Russie... Mais enfin, il était quand même souhaitable. Il aurait été... Il protestait tout le temps quand il voyait les Russes contre l'idée de l'Allemagne revancharde, etc., qui était le slogan habituel à l'époque chez les Russes. C'est très dangereux, l'Allemagne, etc., enfin, la diabolisation de l'Allemagne. Et donc, ça non. Mais tout de même... Il considérait inévitable, mais tout en estimant qu'elle devait se faire prudemment par l'évolution des choses, qu'un jour ou l'autre elle se ferait d'ailleurs, que c'était l'intérêt des deux pays, finalement, de la Russie et de l'Allemagne aussi. L'Allemagne, évidemment, avait des ressources économiques nécessaires aussi à la Russie, que la Russie ne pouvait pas rejeter a priori, qu'un jour donc, il pourrait se faire un arrangement, que cet arrangement soit évidemment rejeté dans un certain avenir. Il n'était au fond pas pressé qu'il se fasse. Il le jugeait néanmoins, je répète, inévitable, et il le proclamait toujours. Et devant les Russes eux-mêmes, il défendait résolument les intentions pacifiques de l'Allemagne, ce que lui-même d'ailleurs avait voulu consacrer, et il le disait, par le traité de l'Élysée. Monsieur l'ambassadeur, le général de Gaulle est un homme excessivement discret quand il s'agissait de sa vie privée ou de ses convictions personnelles. Est-ce qu'on ne peut quand même pas dire qu'il a été très marqué par ses racines chrétiennes et que l'un des moyens de le voir a été celui, le geste, quand il a tendu la main à l'ennemi d'hier pour en faire l'allié de demain? Certainement qu'il n'a jamais voulu mêler la religion à ses activités politiques. Ça, c'était un principe fondamental. Mais qu'il était profondément chrétien, donc influencé forcément dans sa vision du monde et sa vision des rapports franco-allemands en particulier par la pensée chrétienne, c'est sûr. D'ailleurs, le fait que la dernière rencontre à laquelle j'assistais a eu lieu à Reims, à la cathédrale, témoignait de cette... Le chancelier, lui, était profondément chrétien, enfin, si vous voulez, et pratiquant. En fait. Mais la position du général était aussi chrétienne que celle du chancelier, mais elle n'était pas du tout associée à son action politique en tant que telle. Néanmoins, ses pensées pouvaient se trouver en convergence avec la vision chrétienne à la fois de l'Europe et du monde en général et des rapports des peuples.
avec le recul du temps, comment jugez-vous, monsieur l'ambassadeur, l'avancée ou la transformation au fil des années de ce socle franco-allemand? Et que pensez de ce que certains appellent le couple franco-allemand avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy? Oui, question délicate et difficile. Écoutez, je répète qu'il y a eu une déception chez le général, incontestablement, du fait de l'évolution des choses après la signature du traité de l'Élysée. Et donc déjà, certains, c'était pas un rafraîchissement, puisqu'il a persévéré. Il soulignait même à Adenauer, à Rambouillet dans les années suivantes, j'en parle dans mon livre, la nécessité pour l'Europe elle-même de la poursuite du socle franco-allemand et de l'association des deux. Aujourd'hui, c'est une coopération dans une vision stratégique un peu différente. D'abord, il n'y a plus de péril soviétique, forcément. La réunification s'est faite. Il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient évidemment essentiels, et encore plus essentiels aux yeux des Allemands. Je vous répète qu'ils étaient hantés par l'idée de leur défense et de leur sécurité. Alors tout ceci, évidemment, a disparu aujourd'hui. C'est quand même un élément important dans la perspective qu'on peut avoir et les jugements qu'on peut former sur le couple franco-allemand. Néanmoins, le caractère durable et nécessaire de ce couple me paraît tout de même toujours exister dans une perspective aussi européenne d'ailleurs. Par conséquent, la perspective européenne de l'Union franco-allemande de l'époque subsiste, malgré tout. Et elle subsiste avec un environnement qui n'est évidemment pas le même. Encore une fois, le problème de la sécurité n'existe plus. Mais par contre, la concurrence s'est accrue entre les deux peuples, néanmoins. Elle s'est encore accrue, elle existait déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a commencé à exister surtout du temps d'Erhard entre les deux peuples et les deux pays. Mais il y a aussi depuis une accentuation du rôle prédominant qu'a joué le Mark, etc., qui crée quand même une espèce de disparité que le général aurait trouvé désagréable entre les capacités des deux peuples et leur souci de coopération étroite. C'est ce que j'appelle l'aspect concurrentiel il s'est plutôt accentué que diminué. Alors évidemment, il donne à ce couple un caractère moins impératif et moins urgent, et moins pressant plutôt. De plus, il y a toujours un élément aussi qui n'est pas favorable, c'est que les autres peuples d'Europe. Maintenant qu'il y a eu la réunification, peut-on imaginer, dans l'autre sens, une tentation allemande de l'os politique, peut-être au détriment de cette relation franco-allemande? Oui, c'est ce que disent certains, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit... Vous savez, la relation germano-russe, elle est très ancienne aussi. Et les intérêts des deux peuples ont été souvent très associés. Et qu'à regarder ce qui s'est passé dans les siècles précédents, les Russes recherchent les Allemands et les Allemands les Russes, pour des raisons pas seulement... D'abord, il y a dans l'Allemagne de l'Est, un de leurs éminents professeurs m'a souvent dit, il y a une proportion considérable d'éléments slaves dans la population allemande de l'Est. Et surtout en Prusse, par exemple, il y a eu beaucoup de... Par conséquent, il y a une sorte le rapprochement franco-russe a toujours été... germano-russe a toujours été, bien qu'il ait été violemment interrompu par Hitler, mais il a toujours été une espèce de tentation et de constante dans la politique allemande. Quelles initiatives fortes, voyez-vous, monsieur l'ambassadeur, pour relancer et moderniser ce couple franco-allemand? Ça me paraît difficile. Une initiative forte sur le plan économique, probablement, réaliser vraiment une convergence d'intérêts puissante, manifeste, ce qui n'est pas évident en plus avec l'évolution des libéraux, Westerwelle, etc., qui ont toujours été très modérés sur la question franco-allemande. Déjà du temps du général, l'aile libérale n'était pas à l'unisson déjà de l'aile CDU à l'époque. Alors, une initiative forte, de plus,
dans l'état un petit peu difficile où la crise a placé l'Europe, deuxièmement, étant donné les susceptibilités dont je parlais de la part de certains nombre de pays, même ceux qui appartenaient aussi, c'est-à-dire l'Italie, les Pays-Bas, etc., je dois dire que je la vois mal. L'Europe face à la crise, ça donne pas une idée très encourageante en ce qui concerne des initiatives concertées, même limitées à la France et à l'Allemagne. Néanmoins, je crois qu'il y a une dose d'intérêt commun qui subsiste, ça je crois. Mais qui subsiste et qu'il faut évidemment, si possible, consolider. Je crois que c'est vrai. Ça, la valeur de l'entreprise du général ne me paraît pas contestable aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les choses soient mûres pour que des grandes choses se fassent. Le traité de Lisbonne a été interprété par certains de nos diplomates comme une entreprise d'origine américaine pour torpiller, une fois pour toutes, le traité franco-allemand de 1963. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Eh oui, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, il me paraît contradictoire avec une forte initiative, celle dont vous parliez. Il crée des liens un peu fragiles, d'ailleurs complexes, etc., qui ne sont pas du tout dans le style, dans la pensée. Il est vraiment, je l'ai combattu personnellement, d'ailleurs. D'ailleurs, son efficacité me paraît douteuse quand on voit ce qui se passe actuellement, et la crise et d'autres choses, et la confusion qui s'instaure. Et aussi les problèmes de l'Europe de l'Est. Alors là aussi, la question vous n'avez pas parlé de cela, mais le général pensait qu'à la nécessité, évidemment qu'un jour ou l'autre, les pays d'Europe de l'Est rejoignent le noyau franco-allemand, etc. Donc une Europe plus élargie. Ça, il était certainement là-dessus assez positif, et c'était normal qu'il le soit. Mais il se trouve que les pays d'Europe de l'Est introduisent plutôt actuellement un élément de forte discordance par rapport non seulement à l'axe franco-allemand, mais par rapport à la politique européenne en général. Étant donné, par exemple, leur antagonisme avec la Russie, qui est visible, et deuxièmement, étant donné leur allégeance vis-à-vis des États-Unis, la Pologne notamment, et la Hongrie, etc. Alors vous trouvez là un élément de fragilisation du système tel que l'Europe tel que le général concevait l'Europe, et qu'il n'avait pas prévu du tout. Alors là, il y a certainement des éléments d'incertitude, de discordance, pas manifestes, pas généralisées, mais sur des choses ponctuelles. Je voudrais bien aussi savoir si l'éventuelle politique de rapprochement de la France et de la Russie serait bien vue par les Allemands tellement, parce que n'est-ce pas, la réunification a créé aussi quelque chose que le général, forcément, ne pouvait pas. Enfin, il a projeté dans l'avenir, mais les conséquences qui en résultaient n'ont pas été tout à fait celles qu'il pensait quand même. C'est-à-dire qu'il en est résulté une problématique. Une problématique concernant l'intégration de ces pays-là, qui s'est faite un peu trop vite et d'une façon, on voit bien l'euro, ce qui se passe, etc., avec des pays qui n'étaient pas mûrs pour la monnaie unique et tout, qui d'ailleurs n'a jamais été conçu par le général. Entre parenthèses, c'était pour lui la monnaie était un élément de la souveraineté essentielle. Alors entre parenthèses, mais c'est pas le sujet. Mais enfin tout de même, on s'est beaucoup éloigné de la pensée du général à beaucoup d'égards. Mais c'est un autre sujet encore. Je crois qu'il y a des éléments actuellement d'incertitude qui excluent ce que vous appelez les gestes forts de consolidation, etc. Mais il y a une donnée néanmoins qui me paraît possible, subsistante, c'est tout de même un contact particulier, un peu privilégié, un effort de concertation permanent, sur le plan économique particulièrement, sur le plan européen, sur d'autres aussi, qui doit être quand même... Il y a eu aussi un déficit terrible sur l'emploi des langues respectives. Ça, c'est un drame, c'est une catastrophe. Et ça, pour lui, c'était lui qui était un homme de lettres en même temps que le général. Il y a eu tout un chapitre du traité de l'Élysée sur la nécessité de faire
de développer l'enseignement réciproque des langues et de développer les contacts intellectuels. Tout ceci est évidemment est resté au second plan et vraiment, et même l'évolution est même assez catastrophique sur ce plan. C'est quand même un élément très négatif. Alors, ça fait beaucoup d'éléments négatifs, tout ça. Des dispositions plus atlantistes des successeurs du général, sauf un peu Schröder à un moment, au moment de l'affaire d'Irak, Villepin, c'est un sursaut. C'était vraiment le mot, parce que vraiment, je suis pas sûr que ça soit ancré dans la réalité d'aujourd'hui. C'est ainsi que se termine cet entretien et cette émission. Joël François, un entretien qui date de 2010, mais avec l'intensité de la crise ukrainienne, il est encore d'une parfaite actualité. Absolument, c'était une bonne idée d'entendre le propos de Pierre Maillard, parce que c'est un homme lucide, malgré son grand âge. C'est un homme qui a joué un rôle important et qui a surtout eu la chance de voir l'aboutissement du travail qu'il a pu faire à l'ombre du général de Gaulle, le traité franco-allemand, qui reste quand même, avec la réconciliation franco-allemande, un véritable succès de la politique française. Alors merci de nous avoir confié ce document-là, Joël François. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.